Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Qui se cache derrière Lucas Dutertre ? Eh bien, tout simplement, Marie-Lucas et Clémence Dutertre. Ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'on se court après. Et en préparant cette interview, je vois que la marque est née en 2004 et va donc fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc, je ne sais pas comment et pourquoi on n'a jamais beaucoup plus échangé avant. Mais enfin, cette rencontre a lieu. Et je suis ravie car Lucas Dutertre est vraiment ce qu'on appelle une belle marque. Belle dans le sens joli, évidemment, que ce soit le linge de lit, de table, de bain, les papiers peints, les matelas enfants, les kimonos, les rideaux. Enfin, vous verrez, on va reparler de tout ça. Ce sont des collections colorées, des motifs audacieux, joyeux, un univers mi-folk, mi-rétro qu'on adore. Et belle aussi dans la production, car c'est fabriqué en Inde, mais avec des artisans très minutieusement sélectionnés, avec lesquels elle collabore depuis des années. Je crois que l'Inde est vraiment un pays de cœur pour elle. On va largement revenir dessus. Bonjour Marie, bonjour Clémence. Bonjour Hortense. Quand je fais une interview, je regarde toujours un peu quelques infos sur le web avant. Et là, on tombe tout de suite sur votre nom. Et juste à côté, c'est écrit « fabriqué de façon artisanale ». C'est vraiment important de commencer par dire ça. Alors oui, puisqu'en fait, on a commencé de cette façon dès le premier jour de la création de notre marque. C'est-à-dire qu'on a toujours travaillé comme ça. On a toujours travaillé avec l'Inde et on a toujours travaillé avec les mêmes fournisseurs depuis donc 19 ans qui, eux, ne travaillent qu'avec des artisans qui font de l'artisanat. Ouais, parce que pour dire un peu, vous faites des plaids, j'ai commencé un peu à énumérer dans l'intro, du linge de lit, du linge de table, du linge de bain, des coussins, des rideaux, du papier peint, tout ça en version mini aussi, enfant et bébé, et aussi de la femme, genre des kimonos ou pyjamas, et tout ça est imprimé en Inde ou tissé avec la technique du cadre, du block print, de l'ikat, du kalamkari, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que toutes ces techniques ? Alors en fait, il y a plusieurs artisans. Les artisans qui impriment, les artisans qui tissent, il y a les tailleurs. Derrière chaque métier, il y a un artisan. Donc les techniques, il y en a plusieurs, des plus porteuses de savoir-faire aux plus légères, mais il n'y en a aucune qui soit industrielle. Le block print, en fait, ça fonctionne comme un tampon, c'est-à-dire qu'on trempe le tampon dans de l'encre et ensuite on répète le motif en appliquant le tampon sur le tissu. Il y a la sérigraphie qui est plus classique, qu'on connaît. En fait, c'est de la sérigraphie autour d'une table. À chaque couleur, on a un cadre différent. Donc, nos motifs ont souvent beaucoup de couleurs. Donc, chaque couleur, c'est une application de cadre. La répétition d'un geste. Et il y a un artisan de chaque côté de la table qui se passe une raclette pour passer la couleur. Ça, c'est une deuxième technique. Il y a une troisième technique qui est celle de... Alors, l'ikat, elle est dingue, en fait. C'est des tissés main, le fil est noué à intervalles irréguliers, puis teint. Donc là où le fil a été noué, la teinture ne prend pas. Il est ensuite dénoué et tissé en chaîne et en trame. En fait, le fil est placé de telle façon qu'au moment où le tissage se fait, le dessin apparaît. Et même nous, on n'a jamais compris comment ils faisaient. Ils arrivaient à transposer notre dessin en tissage. Voilà, donc ça, c'est une des techniques les plus dingues. Le kalamkari aussi, en fait, c'est une technique... Aujourd'hui, c'est fait au bloc, mais à l'origine, c'était fait avec un stylo, donc d'où kalam qui veut dire stylo et kari fer en indien. C'est que des pigments naturels. Donc, par exemple, c'est la grenade pour le jaune, des graines pour le noir, et en fait, tous ces éléments naturels sont fermentés.
et ensuite appliqué au bloc aujourd'hui et plus au stylo. En tout cas, nous, sur nos tissus. Mais c'est dingue. Et ensuite, c'est baigné dans des piscines d'eau. Et donc, en fait, la teinture est appliquée au bloc. Au moment où elle est appliquée, on ne sait pas quelle couleur va ressortir. Et ensuite, le tissu est baigné dans des piscines naturelles. En fait, c'est dans le lit de la rivière directement. Et c'est au moment... Alors, il faut choisir une eau suffisamment sucrée, mais pas trop sucrée. Donc, parfois, il la goûte. Et en fonction de l'acidité ou de l'eau en question, la couleur sortira plus ou moins forte. Et c'est uniquement au moment du séchage et du bain dans l'eau que la couleur apparaît. C'est un peu dingue. Mais qui choisit ça, les techniques selon quel imprimé? Ça dépend des motifs, en fait. Oui, en fait, en fonction de ce qu'on veut comme rendu, on va choisir de le faire dans le nord. En fait, on fait beaucoup, 90% de nos impressions sont faites dans le Rajasthan. Ensuite, les kalamkaris, c'est dans le sud. Les ikat, c'est dans le sud. Et en fait, on a, grâce à ce fournisseur qu'on a depuis toujours et qui est spécialiste en fait de toutes ces techniques d'impression et de tissage main, on a accès à tous ces différents artisans, mais dispatchés à travers toute l'Inde en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, on va avec nos fournisseurs rencontrer ces artisans. Et c'est grâce à cette femme qu'on peut avoir accès à tout ça, parce que toutes les deux, en Inde, on ne pourrait pas avoir accès à ça. Et c'est la passion de cette femme pour ces métiers, et de les faire vivre, parce que c'est aussi, maintenant, beaucoup de choses sont industrielles, et elle, son combat, c'est au contraire de faire vivre ces artisans qui aussi disparaissent peu à peu, parce qu'en fait, la nouvelle génération n'a pas forcément envie de prendre le relais, donc c'est vachement difficile de continuer à faire vivre, et en même temps, heureusement, il y a une transmission en Inde très générationnelle, donc de famille en famille, etc., qui est encore là, heureusement. Donc ça perdure quand même, mais grâce à cette femme, en fait, on a accès à tout ça, et en fait, en leur donnant ce travail, on fait vivre en fait cet artisanat qui se perd sinon. Et c'est qui? C'est une genre de correspondante? C'est un partenaire? C'est drôle, c'est ce que je me disais en écoutant Clem. En fait, le mot de fournisseur, il est quand même étrange. C'est une femme dingue. Hein. C'est une femme qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui bosse avec sa nièce et qui a sillonné toute l'Inde à la recherche des savoir-faire. Donc un fournisseur, pour nous, c'est cette femme qui nous a transmis toutes ses valeurs. Franchement, En fait, elle nous a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler ça un fournisseur, c'est un partenaire. Presque de vie en fait, parce que comme tu disais au départ, l'Inde a vraiment un sens, plus qu'un sens pour nous, c'est presque une deuxième maison. Et en fait, c'est grâce à cette femme qu'on a eu accès à tout ça. Et nous, on était avocates et juristes au départ. Donc en fait, on connaissait rien. Donc c'est elle qui nous a appris. Ah, depuis le début, depuis 19 ans, c'est elle qui nous a appris à comment on fait un imprimé, ce qui marche, combien de couleurs, comment le placer. Non, là ça va pas. Là oui, c'est bien. Ça, le trait est pas assez épais. Non, là les fils faut refaire. Et en fait, depuis 19 ans, elle nous forme. Bon, alors maintenant, on maîtrise mieux quand même, mais ça a été pour nous une formation extraordinaire. Et c'est grâce à elle et avec elle qu'on voyage encore en Inde. Et c'est elle qui vous trouve donc les artisans? Ouais, c'est elle qui les connaît et qui, toute sa vie, en fait, a créé ces liens avec eux. Et en fait, aujourd'hui, elle n'est pas toute jeune. Et nous, on travaille aussi beaucoup avec sa nièce, qui a notre âge. Et en fait, et avec toute une équipe, bien sûr, mais donc voilà. C'est quand même un challenge de chaque instant, hein, parce que les artisans, ils portent pas de montre. Et ils vont vraiment au rythme de leur savoir-faire. D'où un truc, là, c'est beaucoup plus technique, mais c'est pour ça que les produits sont souvent en précommande sur notre site. C'est-à-dire que le savoir-faire va pas forcément au rythme de la demande. Donc en fait, dès que le produit est produit, on le met en précommande et jusqu'à ce qu'il soit expédié. Mais il y a une lenteur du savoir-faire qui n'est pas toujours compatible avec la demande et la vitesse de nos sociétés à nous. Et je crois qu'un de nos moteurs, c'est de réconcilier tradition et modernité. Donc en fait, on essaye d'avoir une identité de marque, enfin on essaye, c'est assez spontané, d'avoir une identité de marque qui soit moderne, contemporaine et peut-être même parfois pointue. Et tout ça avec des savoir-faire qui sont ancestraux et lents, et c'est pas de tout repos tout le temps. Mais justement, comment vous voulez valoriser ce savoir-faire, le fait main, le travail de la main, mais nous, consommateurs, comment on peut le voir sur vos produits, entre vraiment un édredon qui a été fabriqué en Inde à la main comme ça, et on va dans une autre marque, et comment on peut voir cette différence importante? Mais c'est les irrégularités. En fait, c'est les imperfections et c'est ces petits défauts qui font l'âme.
En fait, par exemple, sur nos parures de lit, on a une jointure au milieu. Et c'est un acte de foi pour nos savoir-faire et nos artisans à nous, c'est-à-dire que nos laises, donc nos largeurs de tissu sont étroites pour que chaque artisan puisse se passer la petite raclette qui passera à la couleur. Et si on veut des laises de tissu plus larges et du coup pas de couture sur nos parures, il faut qu'on passe sur le rotary et on lâche les artisans. Donc voilà, donc on met une petite carte en général à l'expédition pour que les gens le sachent. Pareil, la jointure, elle n'est pas forcément hyper bien calée parce que sinon on est sur une conso tissu qui est plus forte et pas forcément responsable. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître être des défauts mais qui sont en fait vachement porteuses d'âme. Et moi je crois qu'il y a les couleurs. Je pense que les couleurs ne ressortent absolument pas pareil avec le fait main et le rotary. C'est-à-dire que nous, tout le charme de nos couleurs, c'est qu'elles ressortent en fonction du temps. Par exemple, les gens ne comprennent pas qu'on puisse pas imprimer pendant la mousson. Mais parce qu'en fait, tout sèche au soleil. Donc, en fait, toutes les couleurs sortent en fonction du temps. Donc, pendant la mousson, comme tout sèche dehors, ça va s'arrêter. Et puis, par exemple, on a un imprimé qu'on a imprimé avant la mousson. Donc, il faisait super beau, tout est sorti, etc. La mousson arrive et puis la demande est forte. Donc, on réimprime à la main. Et du coup, le tissu va ressortir, mais peut-être pas exactement le même bain. Parce qu'en fait, le temps ne sera pas exactement pareil tous les jours quand les imprimeurs vont imprimer. Et donc, en fait, c'est toutes ces petites choses. Et je pense que les gens le voient. Et c'est marrant parce que souvent, ils arrivent dans la boutique en se disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau !» Et je pense qu'il y a je sais pas, on n'a pas besoin de savoir. Je pense qu'en voyant, on se le dit. Ils se disent qu'est-ce que c'est beau. Et à l'inverse, vous n'entendez pas ah ben oui, mais alors celui-ci, j'hésite, regardez, celui-ci est plus pâle et celui-ci... Alors c'est marrant, on peut, il y a de tout, et en même temps, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, avec cette nouvelle boutique, d'être face exactement à notre clientèle et à toutes les réflexions qui peuvent se faire. Mais par contre, je trouve que dès qu'on explique, et qu'on est avec eux en expliquant où c'est fait, comment c'est fait, etc., au contraire, les gens adorent et disent « Ah ben ok, c'est bon, j'ai compris, je prends, aucun problème ». Même parfois, par Internet, on a des mails par le SAV qui disent « Oh là là, mais je comprends pas, il y avait une jointure, exactement ce dont parlait Marie, au milieu du truc, est-ce que c'est une imperfection, qu'est-ce que c'est, etc. » Et donc là, normalement, il y a une petite carte, mais bon, peut-être qu'ils l'ont pas vu, quoi. Donc on réexplique. Et là, souvent, les gens disent « Ah, mais j'adore, je garde, au contraire, je savais pas, maintenant que vous m'avez dit comment c'est fait, je suis ravie. Et j'adore et c'est superbe. » Donc en fait, je pense que c'est juste une question d'expliquer, mais c'est pas toujours évident. Notamment sur l'e-shop, c'est pas toujours évident de faire passer le message. Et donc c'est pour ça qu'en boutique, c'est génial, c'est qu'on peut plus facilement expliquer. Et puis à nous de faire ce travail de formation. Ouais, une formation du regard quand même. Il y a une vibrance. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. On ne sait pas ça, si ça existe, le mot vibrance. Ça existe à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais ça vibre. Il y a quelque chose qui vibre. C'est pas plat. Et je pense qu'une fois qu'on le dit aux gens, si tu regardes et qu'on te dit que ça vibre, que c'est pas plat, tu le verras. Mais si on te le dit pas, est-ce que tu t'en rends compte que c'est ça qui fait que ça te touche, tu vois ? Et par exemple, les rayures, c'est hyper révélateur. Une rayure industrielle, elle sera toujours parfaite, nickel, tac, tac, tac. Alors, fait main, absolument pas, puisque dès que la personne va décaler le cadre ou le bloc, la rayure va être un peu superposée ou pas tout à fait droite. Ils peuvent pas faire un truc nickel chrome à chaque fois qu'ils changent de bloc ou de cadre. Mais c'est ça qui est hyper joli, en fait. C'est que c'est ça qui fait tout le charme. Alors, il y a des gens les gens très, très maniaques vont pas aimer, mais les gens qui aiment ça et qui aiment l'histoire et qui aiment tout ça, au contraire, ils vont trouver ça génial. Mais il faut juste l'expliquer. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est qu'à nos débuts, on cachait qu'on faisait main, parce que c'était il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup objectivement sur les salons. Nous, on a commencé sur les salons. Les gens nous disaient « Ah bon, fait main, oulala, tâche, retard de production. Non, mais ça, on peut les trouver sur les marchés en Inde, là. Ça, c'est quoi ça, là ? Non, moi, je veux pas ça. » Donc, en fait, on disait pas trop. Et c'est dingue parce que nous, ça a toujours été notre combat et on se disait, bon, bah, c'est très bien, c'est comme le maquillage, c'est pas grave, ils le voient pas, mais au moins c'est joli et nous, on est raccord avec ce qu'on a envie de faire. Et puis maintenant, la société a totalement évolué, les gens ont complètement changé d'état d'esprit. Au contraire, plus c'est fait à la main, plus c'est durable, plus les gens sont en demande de ça, ce qui est génial pour nous. Mais en fait, il faut qu'on prenne l'habitude de le dire parce que pendant des années, on l'avait pas tellement dit en fait. Alors qu'en fait, nous, c'est ce qu'on aime depuis toujours et on n'a jamais fait d'industriel en fait. À part pour des collabs, quand par exemple les gens avec qui on fait une collab, nous on dessine l'imprimé par exemple et eux vont faire sur leur support, etc. Là oui, mais nous notre coton, non. Oui, parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'Inde, on va pas se mentir, on peut se dire que c'est pour délocaliser, alors que vous, c'est vraiment un pays coup de cœur, une vraie source d'inspiration
en tout point. Qu'est-ce qui vous plaît tant en Inde, en fait ? Alors, moi, j'ai quand même un rapport particulier depuis que je suis née, parce que j'ai ma mère qui travaillait déjà énormément en Inde, de par son métier, et j'ai été baignée là-dedans. J'ai fait mon premier voyage, j'avais 10 ans, je suis allée très régulièrement, etc. Donc, je pense que c'était dans mon éducation. Enfin, ça faisait partie de mon enfance, etc. Et quand j'y suis retournée ensuite avec mon mari, puis avec Marie, etc., c'était comme une évidence. Après, Marie, là, l'histoire est différente, elle est super. Non, mais moi j'ai commencé, je me disais que peut-être que j'avais le syndrome de l'Inde. Le premier voyage, j'ai eu la trouille. Je me suis dit, mais ça se trouve, on ne pourra pas faire notre projet. Moi, je ne vais pas accrocher. En fait, j'accroche, je ne sais pas. J'y vais à fond. Je trouve qu'ils ont un rapport à la liberté qui est génial. Tout est possible. Nous, on est plein de codes. Il ne faut pas plus de 2 couleurs quand on s'habille. Il ne faut pas plus de... Enfin, tu ne mélanges pas Enfin, je ne sais pas. Eux, tout est libre. Tout est possible. Et ils n'ont pas de limite. Ils ont... Enfin, peut-être que moi, je devrais en avoir plus, mais j'en ai pas beaucoup et ça me parle. Et puis surtout, quand ils ont quand même un truc génial, c'est que quand tu commences, t'as beau être petit, t'as ta chance en fait. T'as pas besoin d'arriver avec des quantités de malades. Ils te disent toujours, tout le monde a commencé petit. Donc en fait, c'est cette liberté qu'ils ont qui est quand même assez hallucinante. Puis je me souviens, on se baladait et on se disait, mais ils associent des couleurs, on n'aurait jamais osé, mais c'est sublime. Donc en fait, ça nous a ouvert l'esprit, ça nous a ouvert les horizons. Moi, j'y suis allée avec mes enfants et je me disais, mais c'était fascinant de voir à travers leurs yeux comme tout était incroyable. En fait, c'est un pays qui est quand même assez magique, vraiment. Avec en même temps des côtés très difficiles. Enfin oui, tout n'est pas magique, etc. Tout le monde parle de la pauvreté, etc., qui existe et il ne faut pas la nier. Mais ils ont quand même, pour beaucoup de choses, en tout cas une culture qui nous parle. Après, il y a des gens qui détestent, mais nous, on adore et je pense que ça à chaque fois, nous ouvre des perspectives. Enfin moi, en tout cas, ça me fait ça. Ça donne le droit. Et c'est marrant, je me demande s'il n'y a pas ce truc dans notre marque. Parce que parfois, les gens arrivent en se disant « Ah oui, mais moi, je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ces couleurs, mais j'en ai envie. » Et en fait, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais bien que les gens aient chez nous et qui se donnent le droit. Et l'Inde, c'est la même chose, en fait. Il y a un côté... nous, on est un peu étriqués dans nos trucs et ouvrez les portes. Et il y a un rapport au plaisir, à la fierté aussi. Et ils mélangent, en fait. Ça va venir certainement après, mais nous, notre goût du mélange... c'est qu'ils ont des mélanges mais improbables, mais qui sont géniaux au final. Même on peut en parler maintenant. Comment vous osez les mélanges de rayures, de motifs Je crois que c'est ça quand même, c'est cette liberté qu'on a à travers les voyages. Et c'est marrant parce qu'au final, on a quand même beaucoup de nouveaux imprimés par collection. Ça m'arrive à vous en parler après. Mais on en a quand même 6-7 à chaque fois, 2 fois par an. 11. Et donc au final, on en a quand même beaucoup. Et chaque fois, on arrive à mélanger toutes les saisons ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Mais je crois qu'en fait, moi, je me dis toujours que tout va, rien ne va. Et que c'est ça qui fait que tout va, au final. Tout va ensemble, tu veux dire ? Tout va ensemble. Rien ne va ensemble, tout va ensemble. En fait, au final, à trop se casser la tête. C'est la culture indienne. Ou je sais pas, ou en tout cas, nous, ça nous plaît. Je pense que c'est nous aussi. Oui. Je pense qu'on a aussi un rapport au contraire qui est un peu particulier. Un rapport au contraire et un rapport à l'accident, à l'imperfection. Tu vois, on aime bien ça et aller chercher l'esthétique, pas forcément là où tout le monde l'attend. C'est marrant quand on a commencé, moins maintenant, parce qu'on a un style qui est plus naturel. Mais je me souviens quand on a commencé, chaque collection commençait par une balade dans Paris pour voir tout ce qui se faisait, tout ce qui était dans la tendance et pour surtout pas faire ça. Et je pense qu'à force, en fait, aller là où le terrain a pas déjà été... défricher et oser. Et là où ça a pu être difficile au départ, parce que la marque n'était pas connue et qu'on est toujours un peu à côté, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la couleur du moment, le motif du moment, parce que ce n'est pas notre but. Donc en fait, parfois on tombe juste, et tant mieux, mais parfois ce n'est pas le cas. Et donc au départ, les boutiques, parce qu'on vendait beaucoup aux boutiques, au départ on n'avait pas notre e-shop et notre boutique, etc. Et les gens se disaient, oh là là, mais c'est très fort, je ne sais pas comment vous mettre dans la boutique, etc., etc. C'était dur, on se remettait en question, on se disait, merde, est-ce qu'il faut qu'on change ? Est-ce qu'il faut faire des trucs plus calmes ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et en fait, à travers toutes ces années, on n'a pas lâché parce qu'en même temps, on ne savait pas faire autrement, je crois aussi, on adorait. Et aujourd'hui, on se dit, mais heureusement, c'est grâce à ça que notre marque a cet ADN, qu'on a cette image de marque et que enfin, les gens, à travers l'e-shop et la boutique, nous connaissent tel qu'on est et on peut communiquer comme on le veut. En fait, on n'est plus lié
à des choix d'acheteurs pour leur boutique, on peut enfin s'exprimer pleinement. Et ça a été pour nous un vrai tournant. Et c'est là où on se dit heureusement qu'on n'a jamais lâché notre ADN en fait. Pas faire de compromis. En fait, on a essayé de faire des compromis et puis jamais réussi et abandonné l'idée de faire des compromis. Et il n'y en a pas. Je pense qu'on est des passionnés quand même, que la demi-mesure et la tiédeur, c'est pas notre truc et que par notre façon de faire, ce qui se passe en Inde aussi, il y a quelque chose de très émotif et très affectif dans notre marque, mais qu'on ne contrôle pas non plus et qui se retrouve dans le motif. Alors, oui, c'est joli, sur votre site, il y a écrit le motif émotif. Ouais. Et le rapport au motif est vachement viscéral, très intuitif, spontané. Et alors, comment ils vous viennent ces motifs ? Comment vous vous dites, quel est le procédé un peu créatif ? Vous vous dites, tiens, j'ai envie c'est l'heure de la nouvelle collection. Comment vous travaillez ? Alors, on cherche un thème parce que on nous a dit qu'il fallait un thème au début quand on a débarqué là-dedans du droit. On nous a dit qu'il fallait des thèmes pour construire les collections. Donc, on part d'un thème. Parce qu'on est très bonne élève avec Marie. On tient à dire quand même qu'on avait fait des bonnes études de droit, qu'on est bonne élève. Nous, on nous dit qu'il faut un thème, on fait un thème. Hein. Donc, mais on choisit le nôtre. Donc, en fait, en général, on a des thèmes un thème de collection. Un thème de collection qui rendent possible l'impossible. Par exemple, Frida Kahlo rencontre Matisse. Ou alors, si Woodstock avait eu lieu en Angleterre. Ou alors, et après, on brode. Donc, ça nous amène vers une histoire de couleurs, vers des motifs, vers des... Après, vous faites vachement de recherche. On fait vachement de recherche, du coup. Sur les thèmes, on creuse. Par exemple, qu'est-ce qu'on a eu ? Ah si, on a eu un truc chouette qui était Alexandra David-Néel. Sur le Tibet. Donc, en fait, on part d'Alexandra David-Néel, c'est le Tibet, c'est un peu l'Inde, donc on s'y retrouve, on est en terrain familier. Et en même temps, elle a fini sa vie dans une maison avec des papiers peints dingues, et hop, on repart sur un motif qui part du papier peint du salon d'Alexandra David-Néel. Et c'est vous qui dessinez les motifs à l'atelier à Paris ? C'est Anne-Sophie. Ouais. Donc, on est 2 têtes, 4 mains. Non, 2 mains, 2 têtes et 2 mains. J'aurais tendance à dire peut-être que moi j'ai la carte et Anne-Sophie tient le volant, tu vois. Et donc après on fait tout ensemble. Et moi je confirme la direction quand à la fin il faut dire ça. C'est dans l'hélico. Ouais. Attention à droite, il y a un truc. Mais donc voilà, donc ça se fait ensemble et c'est Anne-Sophie qui peint au pinceau, donc à la main. Ensuite on choisit ensemble les motifs, on les compose. Elle vectorise, passe sur ordinateur, cale la répétition. Une fois la répétition calée, on cale les couleurs. Et ensuite, on envoie Et alors, ce qui était drôle, c'est que quand on a commencé, on envoyait à Hansa, notre fabricant. Elle, au début, je ne suis pas sûre qu'elle vectorisait, tu vois. On n'avait pas les fichiers, elle repassait par ses fichiers ou ses blocs. Et aujourd'hui, ça y est, le process, il est calé. Ok, et après, la production est lancée sur tout type de produits Alors la production, en fait, une fois que les imprimés sont calés, ils lancent l'impression. Là, on reçoit des échantillons. Donc si tout est OK, c'est rare que ce soit pas OK. On a quand même de la chance. Ah ouais. Ouais, ils sont hyper au point. Et c'est marrant parce que je crois que nous aussi, avec l'âge, on s'est mis dans le bain. C'est-à-dire qu'au départ, quand on recevait les imprimés, on était toujours déçus. Je sais pas pourquoi, on s'était fait un truc et puis c'était pas là exactement comme on avait imaginé. Et en fait, maintenant, on a su aussi, parce que c'est toujours cette histoire de l'impression main, ça ne va pas sortir forcément exactement comme on l'avait souhaité. Et c'est marrant, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus déçus et qu'on a appris aussi à travailler avec cette impression main. Peut-être qu'on bosse mieux aussi. Au début, oui. Ils n'avaient pas les pantonniers, donc on envoyait des couleurs, ils les réceptionnaient non, pas. Mais quand même, je trouve que maintenant, on sait apprécier. Même s'il y a un petit décalage, etc. Là où avant, peut-être, ça nous heurtait plus. On se disait, oh là là, c'était pas exactement ce qu'on voulait. Avec le métier, je trouve qu'on l'accepte aussi. Et c'est même ça qui donne de l'âme. Tu vois, cette espèce de nuance, parfois, tu pars sur un bleu, donc tu vas sur un tissu, le bleu va ressortir comme ça, et sur un autre, il va ressortir un ton en dessous. C'est pas parfait, mais en fait, ça fonctionne, tu vois. Et accepter que ça fonctionne dans l'imperfection. Bon, enfin, une fois qu'on a validé, du coup, l'échantillon, là, on lance l'impression. Et après, en fait, dans ce tissu, on fait tous les différents produits. Et combien de temps s'est déroulé entre la première idée et long. En fait, l'impression à la main, c'est au moins 1 mois et demi, une fois qu'on a donné notre go, si tout roule.
Il peut y avoir des problèmes de bain, par exemple, où vraiment là, c'est pas possible, il y a une trop grosse différence. Donc, on peut pas l'accepter. Ou alors, je sais pas, il peut y avoir des trucs... c'est de l'impression main, donc il peut y avoir quelque chose qui fait que c'est pas parfait. Donc, s'il faut réimprimer, ça relance pendant un mois. Mais bon, généralement, quand tout se passe bien, qui est quand même 90% des cas, en gros, on met 1 mois et demi pour avoir le tissu. Une fois qu'ils ont le tissu, ça va assez vite. Sauf pour nos plaids, qui sont vraiment notre best-of de tous les best-of, qui sont, eux, faits dans une région en Inde, dont c'est la spécialité, et qui sont entièrement faits à la main. De l'impression à la coupe, au remplissage à l'intérieur, en coton, au surpiquage et à la finition. Il n'y a pas un moment où la machine intervient. Donc en fait, là, il faut recompter quand même 1 à 2 mois de fabrication. Donc il faut quand même compter 3-4 mois une fois que la prod est lancée. On dit les plaids, on dit pas édredon, on dit plaid. On peut tout Parce dire. Parce que vraiment, c'est le best. Si je dis aux auditeurs, s'ils connaissaient pas Lucas du Tertre, il faut aller voir leurs plaids qui sont canons. Alors on appelle ça plaid, on appelle ça quilt en anglais. En fait, pour le quilting, parce que c'est complètement surpiqué. C'est ça qui est superbe, en fait, c'est que tout est fait à la main. Oui, on peut dire plaid, on peut dire bouti. Mais nous, sur notre site, on dit plaid, je crois. En fait, ça dépend de l'utilité. On s'est posé la question sur le site. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? On le met sur le canapé. Alors, le plaid, ça se trimballe. Ça se trimballe de la chambre au canapé, en passant par le jardin. C'est vraiment un objet. Ça se range dans le placard quand on n'a plus envie à l'extérieur. Ça se retourne. Tu le mets d'un côté, tu le mets de l'autre. C'est pas le même. Tu t'y réchauffes. Enfin, franchement, c'est un objet qui est étonnant. C'est génial parce que c'est à la fois beau et hyper utile. Et surtout, ça devient addictif parce que tu en as un, donc tout le monde en veut un. Parce que moi, je prends par exemple mon café le matin, je prends mon plaid, je suis bien là avec mon café dessous. Il y a les enfants qui se réveillent, ils veulent chacun un plaid, tout le monde a froid, tout le monde veut son plaid. Donc il y a un petit côté, tout le monde a son plaid. Et puis on en a un sur le lit, on en a dans le salon avec le canapé. Et c'est marrant parce que nos clients, je trouve que ça leur fait le même effet. C'est-à-dire qu'ils en achètent un, c'est quand même vachement bien. Tiens, on va en prendre un deuxième. Tiens, on va en prendre un troisième. Et après, ils mélangent comme nous. Et donc, c'est vachement sympa. Plusieurs tailles. Et en plus, il y a plusieurs tailles. C'est marrant, samedi, il y a une cliente qui est arrivée, qui est rentrée dans la boutique. Je t'ai pas raconté ce truc, c'était génial. Elle est rentrée, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que je suis contente de vous trouver. J'ai un plaid de chez vous qui a 15 ans, je l'adore. » Tu vois, donc tu le traînes, tu le trimbales, les chats le piquent. C'est ça, c'est que même les animaux l'utilisent. Et oui, il y a plusieurs tailles. Donc, il y a le tapis d'éveil qui est vraiment la plus petite taille, qui est pour les bébés, cadeaux de naissance, la poussette, tu le laisses par terre, etc. Après, ça peut aller sur le lit. Tu as une taille qui est au-dessus, qui est 115 par 140, où les gens peuvent l'utiliser de nouveau pour les lits enfants jusqu'à 3-4 ans. Puis, c'est pareil, les canapés, les fauteuils, etc. Ensuite, il y a la taille du lit simple qui se met aussi en courte pointe sur les lits doubles. Et ensuite, il y a le vrai plaid lit double qui recouvre tout le lit, qui est 220 par 270, qui là est vraiment le couvre-lit qui recouvre tout. Donc ça, c'est votre best. Et en termes d'imprimé, alors ça, c'est facile. On en a un qui, à travers toutes ces saisons, a toujours le même succès. C'est celui qui s'appelle l'hibiscus. Alors, va savoir pourquoi, mais même nous, on s'en lasse pas. Et on s'est posé la question. Alors, comment il est, si on le décrit ? Alors, vas-y, Marie. Le fond blanc et des petites fleurs. Alors, il est sur fond blanc avec des fleurs qui sont dans des couleurs primaires. Donc, on s'est demandé si c'était pas ça qui avait fait son succès à un moment, mais on ne croit pas plus que ça. Donc, il y a du rouge, un hibiscus rouge. Il y a du bougainvillée qui se voit pas, c'est des tout petits points rose pâle. D'autres fleurs, il y a des oiseaux qui s'envolent. Il y a pas mal de vert et du bleu en fait. C'est ça qui est joli, c'est qu'il va avec plein de trucs au final. C'est qu'il y a du jaune, du bleu, du vert, du rouge. Et il est hyper frais. Je pense qu'un des trucs que les gens nous disent vachement sur cet imprimé, c'est que waouh, il est vraiment frais, ça fait du bien. Là, on est de bonne humeur. Et il est assez intemporel. C'est vrai que vous dites que vous n'aimez pas les choses forcément à la mode, alors que vous avez des imprimés très forts qui finalement sont très actuels, très tendance. On a envie de ça en ce moment, mais c'est intemporel. En fait, on a toujours fait des imprimés forts, donc aujourd'hui on en a envie, mais il y a 18 ans, c'est pour ça que c'était peut-être pas toujours évident, c'est que les gens n'avaient pas toujours envie. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un truc qui revient souvent, que les gens nous disent, c'est que ça leur rappelle leur enfance. Ouais, ça on maîtrise pas. Et que souvent les gens disent en fait souvent ça pour les gens une connotation de quelque chose, de leur enfance ou des maisons qu'ils ont de vacances, je sais pas, des trucs, et donc on nous dit souvent qu'on est rétro.
Je pense qu'il y a un côté rétro, intemporel, en même temps assez fort en effet, parce que c'est des imprimés qui sont forts. Et voilà. C'est des imprimés qui sont forts et j'en reviens à cette idée de mélange. Avec vous, on peut avoir du linge de lit à rayures avec un bouti à fleurs d'une autre couleur complémentaire. Comment on peut oser un peu plus? Aidez-nous à... C'est marrant parce qu'on se dit qu'il y a des gradations et qu'on espère que nos plaids un peu forts en couleur et hauts en couleur puissent rentrer dans une maison hyper sobre. Quitte à ce que ce soit la touche de couleur et la touche qui fait du bien dans un intérieur très sobre, très blanc ou très classique. Après, on se dit aussi qu'on accepte la cohabitation. C'est-à-dire qu'on imagine que certaines personnes vont acheter des draps blancs, ce qu'on fait absolument pas, et mettre dessus cette touche-là. Ensuite, il y en a qui vont mélanger, mais sans aucune règle, et qui vont mélanger des fleurs avec d'autres fleurs, avec des rayures. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus structurés dans leur mélange, mettre des rayures avec une fleur par-dessus. Il y en a qui vont mettre les fleurs en dessous et les rayures par-dessus. Quel conseil donner ? C'est marrant, moi j'aurais tendance à dire d'écouter l'instinct, voilà, et se faire plaisir, se donner le droit. En fait, c'est marrant parce que souvent, il y a vraiment deux types de clientèle. Les gens qui arrivent, qui ont un coup de cœur et qui savent exactement ce qu'ils vont prendre. Bon, alors ça, c'est facile. Et puis, il y a les gens qui adorent, qui arrivent et qui sont complètement paumés. Trop de choix. Et alors là, c'est difficile de les aider parce que nous, on mélange tout, donc c'est assez naturel, mais on sent qu'ils adorent, mais qu'il faut qu'ils passent à l'acte, que c'est pas facile. Moi, mon conseil, c'est toujours de rester sur le premier coup de cœur. Parce que souvent, on arrive et on se dit « Ah, j'adore celui-là ». Et puis après, on commence à regarder « Ah, mais j'aime bien celui-là aussi. Ah, puis j'aime bien celui-là ». Puis après, ils savent plus quoi prendre. Et je leur dis toujours « Mais c'était quoi votre premier coup de cœur ?» C'était celui-là. Bah, allez-y, partez sur celui-là parce que vous ne le regretterez pas. Je pense que c'est le premier truc. Et souvent, ça marche hyper bien. Et les gens reviennent après en disant « Ah, mais vous aviez raison. Et alors, je vais compléter. Je vais prendre les rayures qui vont avec. » En fait, c'est parfois en plusieurs temps. Il faut déjà prendre un premier plaid, voir que chez eux, c'est hyper sympa. Et voilà, tiens, finalement, j'ai envie des rayures qui vont avec. Et puis, nous, on fait pas mal de photos d'ambiance, etc. Donc, en fait, ça va les aider aussi peut-être à s'imaginer comment ils peuvent mettre ça chez eux, etc., etc. Alors, qui fait ces photos d'ambiance, justement, dans le duo? Qui fait quoi? On l'a survolé tout à l'heure, mais concrètement. Alors, c'est plus moi, côté créa. Mais en fait, on fait quand même beaucoup de choses ensemble. On est hyper calés, hyper raccord. Et on sait que quand on est toutes les deux d'accord, ça va fonctionner. Mais c'est plus moi qui ai la partie créa et l'image. Mais c'est compliqué, hein, l'image, mais oui. Mais accompagnée par Manon, du Studio Avenir. Et toi, ton rôle? Alors moi, mon rôle, c'est tout ce qui est production, qui est un challenge avec l'artisanat, tout ce qui est plus commercial en fait. Donc tout ce qui est vente, production, clientèle, voilà. Tu disais tout à l'heure, est-ce que dans la vie, vous avez les mêmes goûts ou pas, justement? Parce que comme vous avez ces motifs très forts, il faut quand même être d'accord. On n'a pas vachement les mêmes goûts, c'est même assez perturbant. C'est rare qu'on n'aime pas. C'est rare qu'on soit vraiment pas d'accord sur un truc. Et si on ne l'est pas, ça arrive pour des collections ou des imprimés, souvent on fait vachement confiance à celle qui adore. On sait sur quoi se faire confiance. On sait qu'il y en a une qui ira chercher le truc plus pointu, et celle qui ira chercher le truc plus juste parfois, je trouve. Oui, après on est souvent d'accord, mais peut-être qu'on ne fait pas exactement de la même façon, mais au final on est quand même toujours raccord. C'est rare qu'il y a un truc qu'on n'aime vraiment pas toutes les deux. Et alors, quelle est l'histoire de Lucas Duterte? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à la fac de droit. Et en fait, c'était marrant parce que Marie est le sosie de Meg Ryan. Je ne sais pas si les gens le savent, mais voilà, maintenant ils le savent. Et du coup, moi, à la fac... C'est fou. Ouais, c'est fou. Et donc, du coup, quand on était à la fac, il y avait au départ ces grands amphis où on ne se connaissait pas. Donc, moi, je me disais, je parlais avec on avait des copains communs et à chaque fois, je l'appelais sans savoir que c'était elle. Ah oui, Meg Ryan... Et puis, on s'est retrouvés... on ne se connaissait pas plus que ça. Et en fait, en dernière année de droit, en 5e année de droit, en DEA, ça devient des classes de 30. Et on s'est retrouvés dans le même... on avait choisi la même spécialité. Heureusement qu'on est allé au bout. Voilà, heureusement qu'on a fait notre 5e année de droit. Et donc, en fait, là, on s'est rencontrés. Moi, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, je suis avec Meg Ryan en DEA.
Et du coup, on a commencé à discuter et on est devenus hyper copines. Et puis, je crois qu'on avait la même façon de faire, c'est-à-dire qu'on était en droit, mais c'était pas vraiment notre passion. Et qu'on n'était pas des rats de bibliothèque, mais qu'on était quand même bonnes élèves. Donc, on faisait à notre sauce. On travaillait, puis on faisait des trucs cool. Enfin, on s'est très bien retrouvés. Donc, en fait, on était un binôme de boulot. Donc, on a toujours bossé ensemble et hyper bien bossé ensemble, que ce soit en droit, plus tard. C'est marrant, on a toujours été hyper raccords. Et je pense qu'on est très complémentaires. C'est-à-dire que, alors moi ça c'est mon point de vue, mais moi je crois que je rassure pas forcément. Et je trouve que Clem rassure. Je sais pas pourquoi. Peut-être que Clem peut être plus sur la réserve, là où moi j'y vais tête baissée sans réfléchir. Du coup, elle consolide derrière. Tu vois, il y a quand même un binôme qui fonctionne vachement bien. Oui, on est quand même complémentaires par nos caractères, mais les mêmes envies à chaque fois. Ouais, on a les mêmes. Je crois qu'on est assez aventurière. Quand on était, mine de rien, on a monté ça, on avait 26 ans. On partait en Inde toutes les deux. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On prenait le train pendant 48 heures pour aller voir un fournisseur qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Bon, alors là, on était toutes les deux partantes. On se faisait des voyages de dingue pendant 2 mois. Mais à quel moment vous vous êtes dit, on lance, on ne devient pas juriste assez vite quand même après. Après, je pense qu'on a commencé... Moi, je me revois passer devant... je ne sais pas si on peut le dire, Simran. Et dire à Clem, mais elle a une vie rêvée, ta mère. Putain, parce regarde. Que ma mère elle a cofondé en fait Simran et c'était la directrice artistique de Simran. Donc elle passait sa vie un peu comme on fait nous, c'est-à-dire à partir en Inde et faire les collections pour Simran pendant des années et des années. C'est pour ça que j'étais baignée vraiment là-dedans. Moi. T'imagines, elle plaquait tout. Elle allait peinarde, 5 semaines par an, là, elle coupait tout. Et donc, un jour, j'ai dit ça à Clem, et puis je pense que moi, je sais pas toi, moi j'avais une envie d'entreprendre hyper forte, je pense. Et moi, j'étais plus baignée là-dedans et j'adorais. Ouais. L'envie d'entreprendre, je me le suis jamais dit comme ça, mais ça m'a pas paru fou de le faire. Enfin, ça nous a. En fait, on y est un peu allé à la fleur du fusil, mais sans trop se poser de questions. Les gens nous disaient qu'est-ce que vous êtes courageuse, et on est complètement inconsciente, ouais. Et donc, vous avez lancé une première collection. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on était quand même, on a l'air comme ça, mais on était hyper sérieuse. À force d'avoir fait 6 ans de droit, on était hyper structurée. On était avocate quand même. Donc, à l'époque, en fait, les business models, c'était par le B2B, ce qu'on appelle, en fait, vous faites les salons et vous vendez aux boutiques. Donc, on s'est dit, en bonne élève, on va après faire les dossiers pour les salons. Et on avait des rendez-vous et à l'époque, les salons, c'était hyper chiant à avoir parce que les gens ne fonctionnaient que comme ça. Donc, il y avait très peu de place. Et on allait au rendez-vous et je me rappelle toujours, les gens nous disaient, on n'a jamais vu des dossiers aussi bien faits de notre vie. Des filles complètement starbées qui avaient un grand 1, grand 2, grand 3, conclusion. Et n'empêche qu'on a été pris partout. Donc, en fait, on a commencé comme ça. Et à faire de plus en plus de voyages en Inde, à voyager, à trouver des fournisseurs. Voilà. Oui, aujourd'hui, je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, vous allez quoi? Il faut y aller 2 fois par an en Inde? On y va 2 fois par an, mais on peut y aller plus si on voulait. 2 fois et vous partez longtemps? On part 10 jours aujourd'hui. On a les enfants qui nous freinent. Mais avant, on partait 2 mois. C'était génial. Au tout début, on partait vraiment longtemps, mais parce qu'il fallait tout construire. Maintenant, c'est quand même assez rodé. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de la boutique. Vous avez une boutique maintenant, mais alors, pourquoi une boutique au bout de 20 ans? Mais parce que, comme on te le disait, en fait, pendant très longtemps, jusqu'il y a 3-4 ans, notre business model n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on faisait 90% de B2B, c'est-à-dire qu'on faisait les salons et on vendait aux boutiques. Et puis, on s'est dit, mais en fait, alors c'est un très bon procédé, sauf que pour une marque comme nous, qui est très forte, les boutiques, ce qui est normal, ne peuvent pas prendre toute la collection et donc choisissaient à chaque fois des thèmes qui iraient bien avec ce qu'elles avaient sélectionné, etc., etc. Mais en fait, ça amputait aussi notre image de marque. Tu vois, c'est difficile de s'exprimer que comme ça. Et donc, on s'est dit, il faut absolument après, il y a eu la mode des sites internet, etc. Et là, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait notre e-shop. Donc, on a commencé comme ça. Et en fait, on a commencé à vendre de plus en plus en direct. Donc, aujourd'hui, en fait, ça s'est complètement rééquilibré et même la vente en direct commence à passer au-dessus de nos ventes en B2B. Et c'est ça qui nous a permis de nous exprimer pleinement, en fait, et de dire, peut-être que la boutique X ou Y n'aime pas cette fleur, mais nous, on l'adore. Et ça va être notre thème principal même. Et en fait, ensuite, la boutique est venue assez naturellement et on aurait pu le faire avant, mais il y a eu le Covid. En fait, on avait prévu de le faire un peu avant, mais il y a eu le Covid qui nous a un peu freiné dans notre élan et en fait qui nous a permis de développer l'e-shop et c'est venu assez naturellement après. Voilà. À un moment, on s'est dit, OK, on se distribue. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas nous suivre à hauteur de ce qu'on voit. Faisons-le. Donc, on l'a fait avec le site. Franchement, c'était du bonheur. On n'a pas regretté une seule seconde. Et puis là, c'était aussi une opportunité, le moment.
Vous êtes une marque qui est assez joyeuse, qui a l'air de bien marcher. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que vous avez des petites galères? Enfin, je vous pose cette question-là, elle n'est pas très claire, mais c'est la première fois que je la pose. J'ajoute cette question parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours d'auditeurs qui sont entrepreneurs à leur compte et qui me disent que souvent dans les podcasts, sur Instagram, etc., on entend beaucoup de success stories, mais que derrière, il y a aussi quand même des difficultés. Et je me dis, c'est un point qu'on peut aborder dans une rencontre comme ça. Moi, je trouve que déjà, de gérer une société, c'est déjà en soi pas facile. C'est-à-dire que il y a des problèmes à longueur de temps qu'il faut résoudre. En fait, à chaque problème, une solution, mais c'est quand même en permanence. Et puis, il n'y a pas de responsable à part soi-même. Donc, en fait, on ne peut pas se dire, bah, tiens, je vais balancer l'info à celui qui est au-dessus de moi, et puis il se démerde, et puis moi, je pars en week-end. Donc, en fait, je trouve qu'il y a un côté responsabilité qui est quand même assez énorme, surtout quand on a des salariés, tout ça augmente. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, ça augmente ce truc de responsabilité. Et après, au sein de la structure, oui, bah déjà, moi, je trouve que l'import-export, c'est quand même quelque chose de pas toujours évident à gérer, puisque en fait, il y a toujours des productions, etc. Et la production est en soi quand même déjà quelque chose de pas évident. En plus, on ajoute à ça l'artisanat. Donc, c'est un challenge, mais en même temps, c'est ce qui nous passionne. Et la distance. Et la distance. Alors ça, c'est marrant. Moi, c'est pas ça qui me... Oui, parce qu'on met plus de temps, à, évidemment, achalander les choses, etc. Mais je trouve... Mais on a une chance folle, c'est qu'on a une confiance de dingue dans nos fournisseurs. Et que, en fait, du coup, c'est assez... c'est assez facile. C'est pas le challenge le plus important. Le challenge le plus important, moi, je trouve que c'est de gérer l'artisanat. Avec le rythme, comme disait Marie tout à l'heure, très rapide de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on voit le kimono hibiscus, on le veut tout de suite. Ben non, parce qu'en fait, le kimono hibiscus, il faut l'imprimer à la main, puis ensuite, les tailleurs doivent le faire, etc., etc. Et c'est là où il y a toute cette histoire de précommande et d'organiser tout ça. Mais bon, en même temps, ça se fait. Après, je trouve qu'il faut avoir tous les métiers quand tu es entrepreneur. Et savoir déléguer à ceux qui iront plus loin que toi, tu vois, qui feront mieux que toi. Lâcher à un moment, quand est-ce qu'il faut lâcher, quand est-ce qu'il ne faut pas lâcher, tenir ta vision, accepter les couacs, les moments où c'est plus complexe. Je trouve que c'est ça qui est compliqué, de tout faire. Et puis surtout, être créatif, mais te mettre dans la compta de temps en temps, tu vois, il y a un côté complexe. Ah, t'as tous les postes, quoi. Ouais, t'as tous les postes. Et puis oser, moi, je trouve. Je trouve que ça... Et je suis sûre que parfois, on se limite. Tu vois, oser et se dire que c'est juste une mise en... Même vous qui êtes une marque audacieuse, vous dites que parfois vous n'osez pas assez. C'est pas forcément dans les collections, mais ça peut être dans les prises de position, les tournants à faire. C'est pas toujours évident de savoir... d'assumer, en fait. Tu vois, que on est enfin, le contexte n'est pas toujours... Les marques sont plutôt sobres, plutôt classiques. Et toi, tu vas débarquer là-dedans avec tes couleurs quand la règle et les codes un peu de la hype quand même parfois, tu vois, c'est le gris, le noir, et toi tu viens, tu débarques et tu te positionnes là-dedans. Moi je trouve que c'est pas simple ça. On va passer aux 10 indiscrétions. Il y a beaucoup de Lucas Duterte chez vous, t'en parlais toi tout à l'heure Clémence, t'en as pas mal? J'en ai pas mal quand même au fil des temps. Bon, déjà tout notre linge de lit, moi j'adore, j'avais plus rien d'autre que Lucas Duterte. On en a partout. Mais donc, est-ce que ça vous empêche pas de déconnecter? Pas du tout. Et puis alors, on se fait un vrai plaisir. Au contraire, c'est un bon indicateur. Si tu le veux, tu te dis que, tu vois, c'est que... On adore arriver en Inde et on se dit, alors toi, tu vas prendre quoi là pour ta chambre? Alors moi, je vais prendre ce nouvel imprimé. Et puis alors, non seulement nous, mais nos enfants, le canapé, la table. Moi, j'ai que des nappes Lucas Duterte, j'en veux plus d'autres, elles sont super. Les sets, non, tout. Non, oui, on a beaucoup quand même. Ce qui est drôle, moi, ça me fait penser à ma fille qui est ado. Tu vois, quand elle a été dans une phase où elle me disait « Mais maman, là, je suis un peu plus rock. » Et je dis « Bah, et là, ça y est, ça revient. » Ah non, mais en fait, attends, t'as Stilto, t'as vu Stilto, elle a du Lucas Duterte. Vas-y, montre, t'as quoi comme motif? Et du coup, ouais, il y en a partout. C'est drôle. Et à quoi ça ressemble chez vous? Comment vous définirez votre style déco? Bah, c'est assez coloré. C'est un peu le bazar. Peut-être que moi j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup un peu comme notre marque, en tout cas chez moi, tradition et modernité. J'aime bien avoir des pièces qui sont des témoignages de l'époque. Tu vois, du cartel, du plastique, et à côté de ça, le bon vieux semainier de ma grand-mère. Voilà, le mélange. Pareil en fait. Moi je dirais aussi le mélange et beaucoup de bibelots rapportés de nos voyages. Ça, c'est clair. Moi j'adore. Quand on va en Inde, j'adore rapporter des trucs, des lampes, on va dans les marchés, ça, j'adore.
Donc il y a quand même beaucoup de choses. Après, les murs sont très blancs pour contrebalancer la couleur qui est partout. Lumineux, non? Ouais, c'est lumineux. Ouais. On a quand même des intérieurs qui sont calés. Au final, au fil des années, tu sais, est-ce que c'est nos expressions qui moi, alors, la lumière, c'est hyper important que ce soit ensoleillé. Pas se retrouver dans un truc sans lumière. Est-ce que tu as une pièce préférée ? Ouais, alors je viens de déménager dans une maison en banlieue et j'adore parce que j'ai une cuisine ouverte sur une salle à manger, salon qui donne sur un jardin. Oh, et j'entends les oiseaux et le matin, j'adore. Ouais, ça, c'est ma pièce préférée. Moi, j'ai une pièce détestée, je peux dire aussi. Ouais. Ma chambre qui n'est pas finie. Ah, oui, c'est agaçant. Et heureusement qu'il y a mon lit dans ma chambre. Ouais. Et du coup, je fais des assos, je mets mes oreillers rayés. Avec mon plaid, je change de plaid. Quand je change les rideaux pour les assortir à ma parure. Donc ça, c'est ma pièce détestée, mais je compense. Et ma pièce préférée, c'est le salon aussi, avec une vue géniale et de la lumière. Il y a quoi sur ta table de chevet ? Alors, il y a 2 années de cadeaux de fête des mères. Je me suis fait la remarque hier. Et du coup, donc, il y a des cadeaux de fête des mères. Il y a tous les livres que je lis et ceux que j'ai abandonnés. Et des boules caisses depuis peu. Et mes lunettes et des barrettes. Alors moi, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc il n'y a encore pas grand-chose. Et j'adore, parce que généralement, moi, ça va très vite aussi, ça s'accumule. Et là, pour le moment, il y a une lampe, mes bouquins, généralement mon ordinateur qui traîne par terre, et plus de boules caisses parce que j'adore entendre les oiseaux à 5h du mat. Mais ça, c'est nouveau, c'est depuis que j'ai déménagé. Ton mec, il ronfle plus ? Oui, parce que Non. Marie, peut-être qu'elle a les boules caisses, pas forcément pour la circulation. Je lui dirais pas. Hein. Non, il ne dira pas. Moi, Quel je le est pousse, il ronfle. Hein. Tu le pousses, Mais tu moi le aussi, tournes. mais tu passes ta nuit à le pousser. Oh bah non, heureusement, il ronfle pas toute la nuit. Mais... Ton moment préféré de la journée, du coup ? Alors moi, c'est facile, c'est le matin. Quand je me lève toujours au moins 3/4 d'heure, 1 heure avant tout le monde pour être tranquille et boire mon café. Ça me fascine, celle qui arrive à faire ça. Ah mais alors, oui, Donc mais tu te lèves à quelle heure ? 6h30. Ouais. Et après, Juste pour avoir un moment à toi. ouais. Et après, je réveille tout le monde vers 7h20. Et là, c'est parti. Et j'adore aussi. J'adore le petit-déj. J'adore le matin. Moi, je suis vraiment quelqu'un du matin. Par contre, j'ai du mal le soir tard et tout. C'est vraiment pas... Il faut rien me demander le soir tard. Et toi, Marie, c'est l'inverse ? Alors, moi, j'ai le même moment, mais c'est pas mon préf. Mon préf, c'est le trajet jusqu'à l'école. Et j'en ai encore quelques-uns. Je trouve, les moments où il y a des pépites qui sortent. Ouais, j'adore ce moment avec les enfants. Quel est ton film préféré ? Attends, un film de Meg Ryan, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Oui, c'était quoi celui où tu lui ressemblais celui où tellement vous avez là un message. Ah, oui. ça, c'était dingue. Mais attends, il y avait des mèmes dans Paris. On lui ouvrait la porte. Les gens croyaient que c'était elle. Non, Même mais dans c'est les fou. magasins, c'était à Maintenant que tu mourir de le dis, rire. C'est fou. Hein. Et ma mère, un matin, elle m'appelle, photos. elle me dit, ma fille, tu joues dans un film. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux ? Ma fille, il y a ta photo dans le métro. C'est vrai Mais que toi, c'était tu t'en rends impressionnant. compte ou pas ? Non, je le vois pas, mais je vois la Si, réaction à des l'époque, gens. il y en a une où tu ressemblais vraiment énormément. À l'époque de la Oui, puis j'avais les cheveux plus au carré. T'avais la même Oui. coupe et tout, c'était dingue. Calme. Et attends, et moi, mon film préféré, j'en ai 2. L'arnaqueur, je l'adore. Avec Romain Duris ? Ça me fait un bien fou. Romain Duris, Vanessa Paradis, je trouve que ça fait rêver et que c'est léger. Et le lauréat, c'est un petit peu moins léger, un peu plus lent, un peu plus... Voilà. Tes films préférés. Et est-ce que tu as peur de quelque chose ? Rien à voir comme question. Sans transition. Mais de quoi j'ai peur Je suis hyper trouillarde. Tu peux me demander T'as peur de quoi, par exemple ? J'ai peur des agressions physiques. En fait, je me sens... j'ai peur dans la rue de ne pas avoir la capacité de me défendre physiquement. Parce que je ne suis pas très grande. Peut-être que c'est ma petite taille. Et puis même, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, mais tu n'es pas obligée d'être courageuse. Je me souviens, mon premier voyage en Australie, toute seule, je pense qu'elle a eu la trouille. Et elle m'a dit, mais c'est pas grave. Il y a certains moments où tu n'es pas obligée d'être courageuse. Mais je suis hyper courageuse. Hein. Mais pas à certains moments comme ça. Je suis hyper trouillarde. Alors moi, je suis pas trouillarde, mais j'ai un père qui est grand reporter de guerre. Alors je crois que je pouvais pas être trouillarde. Passer derrière, fallait quand même assurer un minimum. Mais j'ai peur d'un truc, moi. C'est les vies qui basculent d'une seconde à l'autre pour des accidents à la con, mais qui fait que ta vie bascule. Ça me, et pour mes enfants, ça c'est le truc qui me fiche à une trouille bleue. Et je n'y pense pas en me disant que je vais peut-être passer au travers des mailles du filet. Mais c'est le truc où quand j'entends des histoires, un tel est tombé de je sais pas quoi, parfois on entend des trucs horribles. Alors ça, moi, terrible. je déteste. Ah. Voilà, c'est les trucs que je déteste. Bon, alors on passe vite à la question d'après. Ton plat réconfort. Mon plat réconfort, pendant des années, c'était les coquillettes au fromage râpé avec des knackis.
Mais je crois que j'ai changé. Ça, c'était quand j'étais ado. Et maintenant, peut-être le poulet rôti. J'adore l'odeur du poulet rôti. Je trouve qu'il y a un côté, on sait que ça va être bon, réconfortant. Ouais, poulet rôti. Et Marie? Je crois que c'est les œufs brouillés avec des haricots verts et du boulgour. Si tu avais fait un autre métier? Oh, il y en a plein. J'aurais adoré faire de la socio. J'aurais été hyper féministe. J'aurais adoré faire de l'histoire et comprendre tout ce qui se passe. Ah ouais, moi, il y en a plein. Attends, il y en a plein. Moi, psycho, je pense, si j'avais dû. Psycho quoi? Psychanalyste, psychologue. Ouais, ça m'aurait intéressé. Bon, et dernière question. Si vous faites un dîner avec, on va dire, 8 invités au choix. Bon, Marie, elle en a plein, alors vas-y, commence. Alors moi, j'en ai un premier qui plombe un peu, mais je peux pas, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là, ce serait mon père, voilà, qui est décédé. Et je me dis que ce serait un dîner en tête-à-tête et qu'il me donnerait peut-être des clés. Peut-être qu'aujourd'hui, il saurait des trucs, des petits trucs secrets, quoi. Donc ça, ce serait mon père. Ensuite, j'aurais adoré, alors Lil Nas X. Oui, parce que je trouve que pour réussir, je crois que quelque part, il faut emmerder le monde. Et je trouve que ce mec, c'en est la preuve. Il a monté les marches du Met en robe, je sais pas. J'aimerais bien qu'il m'explique, je suis curieuse. Après, Virgil Abloh, un deuxième mort. Il y a quelques esprits quand même à ce dîner. T'en as des vivants ou pas? Oui, j'en ai des vivants après. Virgil Abloh, parce que je trouve, moi, il y a avant et après le discours de Virgil Abloh à Harvard. Et il a fait un discours et il y a un moment dans ce discours où il dit que sa vie, elle a changé quand il a arrêté d'attendre que les choses soient parfaites pour les faire. Et je crois que moi, ça m'a vachement libérée. Donc lui, j'aimerais bien. Alexandra David-Néel. Parce que je trouve qu'il y a un rapport au dénuement, à la liberté. Cette femme qui n'a pas eu d'enfant, qui a tout plaqué, qui a fait des fugues, elle m'intrigue. Voilà. Est-ce qu'elle était... Et puis elle était hyper spirituelle. J'imagine que ça pourrait nous apprendre plein de choses. Ensuite, Joan Baez. Je ne sais pas pourquoi je l'adore. Et après Stephen Dorff, mais il ne faut pas que mon mec entende. Pourquoi? Je le trouve hyper beau, juste pour le glam. Et alors moi, je rajouterais Gandhi, parce que je trouve que quand même notre histoire liée à l'Inde, quand même très forte. Et quand j'y pense, je me dis que je trouve ça hallucinant que cet homme ait fait ce qu'il a fait. Encore quand j'y pense, je me demande comment c'est possible. Tellement c'était extraordinaire. Mais c'est quoi, tu le disais, il a libéré un pays. Ouais, il a libéré sans un pet de violence. Donc je trouve ça en fait juste hallucinant. Donc j'aurais bien aimé dîner avec lui. Et Yannick Noah, c'est marrant parce que alors moi j'adore le tennis. Je suis une grande fan de tennis et je me dis que ce mec est quand même assez hallucinant dans son destin d'arriver de l'Afrique, de devenir un des premiers joueurs mondiaux, de gagner Roland-Garros et ensuite de pas finir coach ou je sais pas quoi comme tous et d'avoir une deuxième carrière qui n'a strictement rien à voir et qui est la chanson. Et c'est marrant parce que je me dis que nous, alors ça n'a rien à voir, on n'est pas des stars comme Yannick Noah, mais qu'on est quand même passé du droit à ce qu'on fait aujourd'hui, où c'était vraiment du coq à l'âne, et du coup, ça n'a pas toujours été évident. Et je me dis qu'en fait, il a quand même un destin très particulier, et avec des vies complètement différentes dans une même vie, quoi. Et d'ailleurs, nous allons sortir un disque la semaine prochaine. En duo avec Yannick. Le scoop à la fin. Bon, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Je précise, vous avez peut-être entendu un peu de bruit, mais il y a du passage, mais très peu pourtant. On est dans une mignonne petite cour juste à côté de la boutique. C'est la cour qui est attenante à la boutique, qui est 117 rue de Turenne. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Clémence, merci Marie pour cet échange. Merci Hortense. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.